1994, avec le génocide au Rwanda, 1994, et tout ce qui s'en est suivi. Vous connaissez l'histoire du Burundi avec l'assassinat du président Dadaï en 1993 et tout ce qui s'en est suivi. Et vous connaissez au niveau du Congo avec le déferlement des réfugiés rwandais, particulièrement à l'est du Congo, et tout ce qui s'en est suivi, des guerres, etc., toute la déstabilisation de la région. Et plus récemment encore, vous savez que dans ces trois pays, il y a des perspectives d'élections à la fois présidentielles et législatives dans certains pays. Vous savez déjà que l'année passée, il y a eu au Burundi une tentative de faire changer la Constitution pour permettre un troisième mandat au président Peter Nkurunziza, qui a échoué, cette tentative a échoué. Vous savez qu'il y a eu la même chose au Congo en début de l'année, avec des violences qui ont fait des morts. Au Rwanda, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais à ce qu'on entend, des stratégies d'aller dans la même voie sont aussi en cours. Au niveau du Burundi, vous savez, vous connaissez la situation. Quand le président Dadaï s'est prononcé, a exprimé sa volonté d'ouvrir un troisième mandat. J'ai dit qui? Excusez pour mon lapsus. De bonne mémoire. J'aurais bien voulu qu'il soit encore là, mais malheureusement, c'est pas le cas. Vous savez ce qui s'est passé, toute la violence qui s'en est suivie, et on n'est pas en bout du rouleau. En tout cas, les conférenciers aujourd'hui vont essayer de nous aider à y voir un peu clair avec leur analyse sur la situation actuelle et éventuellement sur des perspectives possibles qui peuvent nous aider à dépasser peut-être ces situations conflictuelles pour plus de démocratie, pour plus de liberté et pour plus de bien-être de nos populations. Je donne maintenant la parole à M. Marago. Il est originaire du Sud Kivu. Nord Kivu, excusez-moi. Il a fait ses études au Congo, notamment à l'Uranium, puis aux États-Unis, en matière dans le domaine de philosophie et d'histoire. Il a été professeur dans les différentes institutions dans la région du Sud Kivu. Par après, il est ici, il est chercheur à l'université d'Anvers. Et il s'intéresse évidemment, ses travaux s'intéressent particulièrement à la région des Grands Lacs. Lorsqu'on parle de la région des Grands Lacs d'Afrique, c'est un sujet polémique. Je voudrais que nous retenions dans ce cadre les 4 pays, Ouganda, Rwanda, Burundi et République démocratique du Congo. Poser la question de l'état actuel de la gouvernance en Afrique de Grands Lacs et son avenir, c'est aussi poser une double question. Comment et pourquoi nous sommes arrivés à la gouvernance dont nous faisons aujourd'hui l'état de lieu. J'ai pensé donc que mon intervention pourrait donner quelques éléments de réponse, mais comme il est très long, et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, bon, je vais essayer de résumer. Lorsque on aborde un sujet général comme celui-ci, on est pris dans une série de pièges, notamment soit répéter ce qui est connu, soit rester justement dans les considérations générales et oublier les détails qui sont peut-être très importants. Ne dit-on pas, en effet, que le diable se trouve dans les détails? Soit
insister sur les faits qui n'intéressent pas ou qui intéressent peu l'auditoire, surtout lorsque l'orateur ne le connaît pas, ou doit tenir compte de l'attente de ceux qui sont venus pour seulement s'informer et celle de ceux qui viennent pour défendre ou qui examinent ce qui se passe dans la région à travers le miroir idéologique, soit été pris dans l'engrenage du politiquement correct et passer à côté de la vérité, ou se contenter des demi-vérités, éviter de parler des vrais enjeux et de leurs auteurs. Dans ces conditions, le risque du mensonge et par omission est réel. Je n'échapperai pas donc à ces pièges, mais mon souhait est que ce que je dirai puisse déclencher un vrai débat, parce que c'est une conférence dont il s'agit, et non pas d'un exposé ex-cathédrale. Au cours du débat, j'aurai l'occasion de rectifier le tir si besoin en est. Pour introduire mon exposé, je suis parti de 5 constats tirés du contexte politique des 4 pays précités au cours des années 80 et 90. Premier constat, existence de deux camps diamétralement opposés, camp des partisans de la conquête du pouvoir par les urnes versus celui des partisans de la conquête du pouvoir par la force. En Ouganda, en 1980, Museveni et ses amis ont boudé les élections. Donc, ont boudé les résultats des élections. 2 années après, ils sont entrés dans le métier. Ils ont pris le pouvoir par la force en janvier 1986. Retenons aussi, dans le cadre géopolitique, que c'est en 1982 que John Garang lance la guerre avec son groupe armé et que les pasteurs Peul d'Imboro, les premières vagues des pasteurs d'Imboro sont venus s'installer au nord-est de la province du Congo. C'est très important. Au Rwanda, vous savez que l'EFPR a pris les armes lorsque les perspectives démocratiques venaient. Suite à l'égorgement du mur de Berlin, mais aussi oppression de la France, consécutive au discours du président François Mitterrand, qui ont eu lieu à Bonn en juin 1993. Le résultat est connu, le FPR a pris le pouvoir par la force en 4 juillet 1994. Au Burundi, la victoire électorale du Rodébo de juin 1993 a été tuée avec l'assassinat de Nadaye le 21 octobre 1993 et le coup d'État de Buyoya qui l'a scellé en août 1996, soit à la veille de l'invasion du Congo par les 4 pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Rwanda, le Burundi. Au Zaïre, RDC, vous savez que la conférence nationale souveraine avait balisé un ordre démocratique, dit schéma de la CNS, en décembre 1992. Mais le camp de la guerre l'a annihilé parce que c'est elle qui a pris le pouvoir en mai 1997. Mais ce qui est dramatique dans ce jeu, c'est que finalement, ce sont les guerriers sans frontières qui ont pris le contrôle du Congo. Donc, conclusion partielle pour le premier constat, c'est que dans toute la région, ce sont les camps de la guerre qui ont pris le dessus. Deuxième constat, c'est la collision de grandes puissances qui domine les relations internationales avec les camps de la guerre. On assista à l'émergence de nouvelles dictatures
militaires minoritaires dans la région, avec le soutien extérieur sous l'étiquette du nouveau leadership africain ou de la renaissance africaine. Conclusion partielle, c'est que l'Afrique des Grands Lacs s'embarquait dans un contre-courant du mouvement général de la démocratisation déclenchée par la fin théorique de la guerre froide. Troisième constat, c'est le rêve de Museveni et de ses disciples. De 1990, Museveni rêvait déjà la restitution du Djibouti. Information de par le président de l'UDS Uganda Democratic Coalition, et Steve dans sa lettre qui date de 1991. Alors que le camp de la guerre en RDC, notamment le CERIA, Centre de regroupement et d'échange africain, qui est différent du Centre de développement africain de 1958, qui rêvait la création des États d'Afrique centrale. Je ne sais pas ce que j'étais recruté, j'ai refusé, puis j'ai refusé. De son côté, le FPR ne cachait pas ses ambitions d'intégrer le Rwanda dans une fédération des grands ensembles politiques. Il suffit de écouter le discours du président Herman, on peut le nom pas aimer, qu'on peut lire sur YouTube, je crois qu'on a mis ça et tout, le 18 octobre 2012. Conclusion partielle, c'est qu'il y avait une coordination des actions de la NA, du FPR et du CERIA dans la déstabilisation de la RDC, avec à la clé la réclamation d'une solution régionale à la guerre du Nord Kivu. Je citais Olivier Kadeluka, problématique des populations transfrontalières de celles autour de l'endroit. On assista donc au déclenchement de la machine de désinformation, de la fabrication des ennemis et de la diabolisation que certains membres du FPR reconnaissent aujourd'hui à travers l'expression Koutekinga. Quatrième constat, l'émergence d'un discours sur l'idéologie du génocide avant même la tragédie rwandaise du mois d'avril 1994. Festo Alimana et son association of Banyarwanda in Diaspora, AID USA, Alexandre Timingi et son épouse, déjà aux années 82-83. Il y a deux tracts anti-Magrivi, c'est une mutuelle de Hutu, qui a circulé à Kinshasa et intitulé Mon voisin magriviste, publié à Kinshasa en 1985 et en 1986, respectivement. Vous avez un document qui date qui était rédigé par le Conseil de la République et Jeune Moïma, intitulé Un défi mortel au Nord Kivu en mai 1993. Dans ce document, il demandait qu'on puisse neutraliser tous les Hutus dans la région en vue de protéger les intérêts de la minorité Koundé, Nyanga, Telmo et Tutsi. Conclusion partielle, on commença à fausser le débat sur les crises de la région. Dès lors qu'on ramenait toutes ces crises aux changements politiques qui ont eu lieu au Rwanda en 1959. La révolution sociale rwandaise de 1959 est donc présentée comme l'origine du mal rwandais et régional. Lisez Tivat Rutasiwa et de mes anciens étudiants au séminaire et d'autres idéologues de la mouvance herpérienne. Désormais, on entendit dire que la tragédie régionale avait une seule cause principale, le racisme ou l'intégrisme ethnique et autour, qu'en histoire nous appelons déterminisme historique, que des têtes bien pensantes assimilèrent vite à l'idéologie nazie sous le vocable de nazisme tropical. Conclusion partielle, mauvais diagnostic, mauvais remède. Cinquième constat et enfin, gestion des conséquences des crises sans la volonté de
d'éradiquer leurs causes profondes. En d'autres termes, on met l'attention sur l'aval et non pas sur l'amont. Conclusion partielle, impasse politique. Conclusion générale, avant de passer à la gouvernance, c'est que ce tableau sombre que vous voyez, qui date des années 80-90, se retrouve même aujourd'hui en 2015. C'est ce que je vais essayer de dire brièvement. Je passe à la gouvernance à chaque pays ougandais. Je vais donner chaque fois un petit résumé et quelques détails, parce que ce n'est pas tout dit. En Ouganda, dans l'Ouganda est dirigé par une seule personne depuis janvier 1986, Vénéron. Celui qu'on appelle l'histoire qui est l'Africain a imposé un parti unique quand il a pris le pouvoir, et ce jusqu'en 2005. On appelle ça le système sans parti. Et lorsqu'il a instauré le multipartisme, eh bien, il met des frais à l'exercice libre des activités politiques. Deuxième élément, c'est ce qu'il a fait à l'intérieur, c'est qu'il a mis en place une structure politique qui lui permet de contrôler tout le pouvoir du sommet à la base et d'étouffer tout ce qui peut être opposition. Il y a un livre intitulé, j'oublie le nom d'auteur, Museveni's Uganda, Paradoxes of Hybrid Régime. Et là, vous trouvez toutes les indications. Sur le plan extérieur, il a adopté une politique militariste, vous le connaissez. L'Ouganda a été impliqué dans la guerre du Rwanda, du Soudan et en RDC, bien sûr, pour trois raisons fondamentales. D'abord, c'est le pillage. Ensuite, c'est l'expansion de son projet hégémonique et ethnique. Enfin, c'est de servir d'écran à la déstabilisation de la région par les Américains. Et aujourd'hui, il reste l'homme le plus important. Moi, je dis, Museveni, c'est le cancer de la région. Et aussi longtemps que Museveni est au pouvoir, eh bien, les choses continuent à être ce qu'elles sont. Au niveau du Rwanda, je vais être rapide parce que ce qui est très important, c'est de pouvoir discuter. Il y a un beau livre de Bernard Debré intitulé Le Tour du Mwami. Donc, le Rwandais est déjà aussi par un nouveau Mwami depuis juillet 1994, donc bientôt 21 ans, parce que c'est celui qui aura dirigé le Congo du FPR, enfin le Rwanda du FPR, était un président étiquette, parce qu'il a été même mis en prison. Sur le plan interne, il suit les traces de Museveni. Parce que d'après ce que nous entendons, ce que nous disons, il a mis en place un système de contrôle qui n'est pas aucun secteur de la vie. Les Rwandais se contrôleraient entre eux, voire même dans le foyer. Deuxièmement, dans un livre qui était la tête de l'auteur, Alexander Sporge, intitulé Rwanda and Muslim, from 1896 to 1921, il dit que lorsque les Belges sont arrivés au Rwanda, ils ont trouvé que le Mwami d'alors utilisait les tueries comme méthode de gouvernance. Et pour ne pas saper la base de la société rwandaise, les Belges ont maintenu cette méthode. Je crois que Paul Kagame, tout en étant d'une lignée différente de celle de Nigéria, il a appris cette méthode de la dynastie Nigéria qui a régné de 1806 à 1962. Kagame
de répression. Les premiers cibles, ce sont les Hutus. Ils ont à choisir entre Sabumik ou Daoudal. Et c'est le droit qu'ils ont, c'est d'obéir et de servir les maîtres du pays. Il y a M. Labbé, comment Naïma, le secrétaire de la salle, peut me contredire. Il utilise une bonne expression. Il connaît les Hutus comme des poussins qui dansent en dessous du nid d'un pays pour dire que le pays peut venir et le ramasser n'importe quand. Et c'est ce même système qui est transposé au nord du Kivu. Du côté des Tutsis, ne sont pas épargnés, mais ce sont les Tutsis qui contestent son pouvoir. Alors là, tout leur est permis, sauf contester son pouvoir. Évidemment, au-delà de cette belle image d'une communauté Tutsi cohérente au Rwanda, c'est faux, parce que là aussi, les a divisés en Tutsis qui venaient des pays anglophones et des Tutsis qui venaient des pays francophones. Les Tutsis qui étaient de la diaspora et ceux qui étaient restés à l'intérieur. Les clivages régional et claniques ne manquent pas aussi chez Kagame. Au niveau extérieur, bien sûr, c'est une politique expansionniste. Le Congo étant l'enjeu, à la fois pour piller, s'enrichir lui-même de son clan, enrichir les hauts officiers de l'armée, mais aussi servir d'écran à la déstabilisation du Congo. Et je crois que, je me rappelle, lorsqu'on a publié la Constitution en 2003, le professeur Brecht s'est parlé de nouveaux habits de l'empereur. Et c'est que Paul Kagame serait en train de faire au Rwanda aujourd'hui, en voulant pouvoir changer la Constitution pour le troisième mandat. Eh bien, c'est de changer d'habit d'empereur. Au Burundi, la situation est beaucoup plus floue et complexe que je ne hasarde pas à dire beaucoup de choses. Seulement, je dois rappeler que depuis juin 1993, il y a 7 présidents qui se sont succédés à la tête du Burundi. Les 2 premiers ont été tués avant qui dirige le pays pendant 3 ou 4 mois. Le dernier, c'est de lui qu'il s'agit, Pierre Nkurunziza, a accédé au pouvoir en 2005 au nom de la réconciliation nationale et à l'issue des accords de paix signés grâce au coaching international. Or, comme vous le savez, tout accord de paix qui est dicté de l'extérieur ne sert pas nécessairement les intérêts des peuples concernés. Cet accord sert ceux qui ont initié et parrainé les accords de paix. Ici, je vais être prudent mais aussi assez mordre. D'abord, selon certains, l'élection de Pierre Nkurunziza en 2005 aurait été douteuse parce que l'on pense que c'est Agathe Rwasa qui aurait gagné cette élection. Et c'est vrai, si c'est vrai, la question est la suivante. Pourquoi Pierre Nkurunziza a-t-il été préféré à Agathe Rwasa? Ensuite, d'autres disent que le courant entre Nkurunziza et Kagame passait très bien, jusqu'à la veille de cette savane de la candidature de Nkurunziza au 3e mandat. Si c'est vrai, quel était le dessous de cette entente?
le pouvoir CNDD, FDD, est accusé de tous les maux, comme s'il a réellement le pouvoir entre ses mains. Son parti contrôle-t-il réellement le pays? Voici mon point de vue personnel. La gouvernance au Burundi pose problème pour plusieurs raisons. Les divisions internes entre le CNDD, j'insiste le CNDD, et les rivalités entre le CNDD, FDD et le FODEBO et le FNL. Deuxième raison, l'emprise de Buyoya, l'homme de Washington et de son plan. Je l'ai dit en faisant allusion à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Pour moi, pour donner aux Noirs le pouvoir en Afrique du Sud, on a opté certains Noirs qui sont devenus des bourgeois, comme les Blancs, mais sans porter préjudice aux privilèges des Blancs. Et tout en maintenant les Noirs d'Afrique. Pour rebondir la même chose, certains ont été comptés au pouvoir, mais les privilèges de tous sont restés entiers. Mais les pauvres, couteaux, sont restés tels qu'ils sont. Donc, Buyoya mène la marque, et ce n'est pas pour cela que d'ailleurs il était candidat à la francophonie. Il allait être un bon francophone. Troisième, le Burundi le Burundi est toujours surveillé par la NRA, le régime de Museveni, le régime de Kagame, et bien sûr le clan Buyoya. De sorte que le Burundi n'a pas cessé avec la guerre. Il est toujours en guerre, jusqu'à présent. Enfin, étant le seul pays qui risque de basculer dans le mouvement sur entre guillemets dans la région, eh bien, vous comprenez que c'est un régime qu'il faut battre. Surtout que si ce régime si le régime tombait et que le chaos s'installait, eh bien, le régime ougandais et burundais, non, le régime ougandais et burundais utiliserait le Burundi pour aller attaquer la Tanzanie et porter la révolution armée tout et surtout. Parce que le père du drame en Afrique de l'Arabie, c'est Nyerere. RDC, depuis mai 1997, est dirigé par a eu deux chefs d'État. Le premier a été tué et le second, qui dirige là-bas, est un ancien soldat du FPR. Il a profité de la présence de la MONUC de MONUSCO pour renforcer son pouvoir, celui du PPRD, du RCD et du CNDP, surtout depuis la transition le 30 juin 1993. L'Est du Congo est toujours en ébullition. L'autorité de l'État n'a été jamais rétablie. À cause, bien sûr, de la présence de beaucoup de groupes armés, nationaux et étrangers, mais Kinshasa n'est pas innocent dans cette histoire. Donc, aujourd'hui, le pays est dirigé par un homme sous l'étiquette de l'autorité morale, mais qui n'a pas de contact avec son peuple. L'expression de ministère Kabila ou Kabila Tassidieu dit beaucoup de choses. Voilà pour ce qui est de l'état de Dieu. Évidemment, vous ne pouvez pas comprendre tout cela si vous n'intégriez pas d'autres dimensions
multitude d'acteurs dans la région, visibles et invisibles, qui opèrent à tous les niveaux, depuis les capitales occidentales jusqu'au niveau le plus bas en Afrique rare, en passant par les capitales nationales. Tous ces acteurs extérieurs se mènent une compétition féroce. Regardez ce qui se passe entre la France et les États-Unis et la Chine, ce qui s'est passé à 2000 entre la NRA, l'UDPF et l'APR. Regardez aussi ce qui se passe entre la CICR et la SADC. Donc, pour vous dire que chacun de nos pays, en particulier, il a une grande dynamique de subir des rivalités d'intérêts des outsiders. Deuxième élément, c'est la politique de grande puissance autour des États-Unis. Les États-Unis, ça n'a pas été possible de commander le propos. Les États-Unis veulent remodeler l'ordre national, l'ordre régional, de sorte que. Donc, de sorte que la démocratie et l'humanitarisme servent à découvrir leurs intérêts. Et les régimes qui sont en place, que je viens de citer, ceux qui ne sont pas morts, je parle de Museveni, Kagame, Kabila, bien sûr, ils sont les pions des États-Unis. Pour dire que la mauvaise gouvernance vient d'abord de cette injonction extérieure avant d'être celle des chefs d'État dont nous venons de parler. Troisième élément, nous devons tenir compte, c'est l'interaction et l'interconnexion des acteurs. Et c'est le Congo qui en pâtit aujourd'hui, parce que le Congo souffre de toute une série d'acteurs transfrontaliers. Vous connaissez le phénomène James Kabarebe. Il combat en Ouganda en tant qu'Ougandais, il combat au Rwanda en tant que Rwandais, puis il va combattre le Congo en tant que Congolais. Il a été même sur dans le jour. Et après, il doit retourner au Rwanda en tant que Rwandais. Je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais dans le voyage et les Congolais. Voilà donc quelques faits que je vais te donner rapidement, parce que je suis pressé par le temps. Je passe au perspectives. Et là, vous allez permettre de lire, pour ne pas lire, parce que c'est très important. La paix et la stabilité conditionnent la bonne gouvernance, et vice-versa. Or, au vu des multiples enjeux des forces en présence et des multiples appuis du pouvoir dans chaque pays concerné, on ne peut pas hésiter à dire que tous les signaux sont au rouge. Les chefs d'État actuels continuent à jouir du soutien de leurs parrains anglo-américains, principalement. De ce fait, ils ne veulent pas céder leur fauteuil, ou ils ne font pas face à la pression de la part de leurs parrains occidentaux. Les acteurs potentiels de changement sont divisés au sujet de la voie à suivre pour opérer le changement. Aux partisans de la non-violence s'opposent les partisans de la violence. Cette réalité est plus évidente au Rwanda et à RDC, plus en Ouganda et au Burundi. Partout, les uns défendent le changement à la tête du pays, les autres, l'éradication des systèmes mis en place par les seigneurs de guerre. Le rapprochement entre les deux tendances n'est pas possible. Au Rwanda, par exemple, le parti Shema soutient les élections comme mode de changement, alors qu'un certain Jean-Paul Roméo soutient le contraire. L'opinion militaire n'est pas aussi exprimée par le Faustin Nyamassa et ses amis. Je peux revenir sur elle. En RDC, l'opposition démocratique croit qu'elle peut changer de paysage politique.
dans le pays, à travers les élections. C'est pourquoi elle sévit et tendait le mal. Par contre, les résistants autour de la PARECO, Alliance patriotique pour la refondation du Congo, estiment qu'il est naïf, voire suicidaire, d'aller aux élections dans un pays occupé. Le slogan est donc le démantèlement du système d'occupation d'abord, les élections ensuite. Pour dire que le chemin à parcourir est, de mon point de vue, encore périlleux et long. Je ne peux donc donner ici que quelques repères ou quelques pistes à explorer, des axes d'action dans lesquels devraient s'orienter les deux initiatives. Démilitariser les sociétés de l'esprit, pour permettre aux citoyens de débattre librement des problèmes du pays et d'influer sur leur destin. Une réhabiliter ou faire éclore le discours de vérité et surtout le traduire dans les faits. En d'autres termes, ériger la vérité en principe. Seul moyen pour exorciser le passé. Comme la culture du mensonge et de la violence, je crois que j'ai oublié de dire un peu plus loin, de la société rwandaise ne se prête pas et a été exportée dans la région et devrait être combattue d'une façon ou d'une autre. J'aurais souhaité qu'on lise le livre de Balioussa, la archéologie de la violence dans la région de Ghana, j'ai oublié de le dire. Ou alors l'article du procès de Moussa, idéologie qui m'a aussi dans la région de Ghana. Résoudre les contradictions internes, rivages ethniques, régionaux, confessionnels, y compris entre l'Église classique et l'Église de idéologie et politique, et ne pas chercher des histoires ailleurs, dans les pays voisins. Réguler ou réduire le nombre de partis politiques qui sont devenus influents. Plus de 250 à RDC. Dérivé de blanchir à la scène islamique, l'acceptation du multipartisme dit intégral. Près de 20 au Burundi, et presque autant au Rwanda, probablement. L'Ouganda est dans ce cas, état de campagne, ou atypique, avec son modèle de non-parti système. Mettre fin aux économies de pillage et lutter contre le réseau mafieux. Promouvoir l'économie de pays et de l'autre. Mettre fin au phénomène des citoyens transfrontaliers ou sans frontières, car chaque pays, la RDC principalement, en pâtit énormément. J'apprends aussi que même au Rwanda, il y a certains Ougandais qui sont dans le pays, qui ont du travail que les citoyens rwandais n'en ont pas. Enfin, instaurer une justice impartiale et demander des comptes aux criminels. Voilà. Je termine en ceci. Dans chaque cas suspensionné, c'est le comment et les moyens d'action qui posent le problème et alimentent les débats. Ceux-ci continueront longtemps après ces jours. Je vous remercie.